Avez-vous reçu des menaces? Craignez-vous des représailles? J'ai pas reçu de menaces. Non, j'ai pas reçu de menaces. Est-ce que je crains des représailles? En tout cas, au moment où j'ai décidé de prendre la parole, j'avais conscience des risques que je prenais et j'ai tout simplement jugé que ça fait partie de mon droit de m'exprimer sur ces questions-là et donc j'ai agi en sachant que je prenais des risques, mais ça fait partie de mon choix et j'ai décidé de mener le combat jusqu'au bout. Donc je crains pas. Amara Sidibé, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant ingénieur en 2e année à l'école centrale de Lille. Il y a quelques mois, vous avez rendu public des propos et images racistes que l'on pouvait trouver sur un groupe Messenger intitulé Centre Racisme. Cependant, ce n'est pas vous qui avez dévoilé le premier l'existence de ce groupe, c'est un autre étudiant noir qui en a parlé à une de vos associations étudiantes et à vous-même. Mais il a refusé et refuse toujours d'en parler publiquement. Pourquoi avoir décidé de rendre cette affaire publique vous-même? Voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de rendre publique cette affaire. Tout simplement parce que je jugeais que c'est des phénomènes dont il faut parler. Je sais que beaucoup de personnes subissent une pression sociale qui fait qu'ils ont pas forcément le courage d'en parler. Il faut savoir que quand on vit ce genre d'épisode, il y a plusieurs freins et il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher d'en parler, qui peuvent nous enlever le courage d'en parler. Et donc moi j'ai voulu tout simplement en parler. C'est un droit que on a, donc de parler lorsqu'on vit quelque chose qui nous touche ou quelque chose qu'on juge pas agréable. On a le droit tout simplement d'en parler. Et en tant que personne noire issue de minorité, je pense qu'il faut pas avoir honte de dire que voilà, on s'est senti pas respecté, c'est pas normal, donc on a le droit de se plaindre tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler. Je vous invite à faire savoir à la France entière que dans des grandes écoles, comme l'école centrale de Lille, un racisme à l'état pur est présent. Ce sont les paroles que vous avez prononcées dans une vidéo postée sur votre compte Instagram le 16 décembre dernier. Est-ce que le racisme est une chose que vous vivez au quotidien depuis que vous êtes étudiant? Non, dans ma scolarité au quotidien, j'ai pas vécu de beaucoup d'épisodes racistes. Ça m'est arrivé. Par exemple, je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est que lors d'une présentation, on devait tout simplement passer devant les professeurs pour présenter un projet. Et juste avant mon passage, une camarade m'a dit, d'ailleurs, je sais pas si elle va se reconnaître, mais je vais pas dire son nom dans tous les cas. Elle m'a dit, fais attention, tu ne dis pas de wesh. Donc ça, c'est un épisode que j'ai pu vivre. Je sais pas si on peut qualifier ça de racisme ou alors d'ignorance, mais voilà, c'est un épisode que j'ai pu rencontrer. J'ai aussi parfois eu des épisodes dans lesquels on m'associe à certains clichés véhiculés sur les Noirs, ou voilà, donc c'est on va dire du micro-racisme, des épisodes que j'ai pu vivre, mais qui m'ont pas forcément, qui étaient pas forcément très très poussés ou très graves, mais ça m'est arrivé de vivre ce genre d'épisode. Qu'est-ce qui a poussé l'école centrale de Lille à décider de faire un signalement? Déjà, lorsque cet élève-là en a parlé à moi et du coup à l'association en question, ils ont tout de suite eu un rendez-vous avec la direction afin de clarifier cette affaire et de prendre des mesures. Donc, à partir de ce moment-là, la direction a commencé tout simplement à agir, voilà, parce qu'ils ont été informés de l'information, donc ils devaient forcément faire quelque chose. Donc c'est à partir de là où, en tout cas, la direction a commencé à prendre en main l'affaire. Donc dès le signalement de la personne qui a été de la première personne noire, du coup, qui a été c'est ça, mais pas forcément d'un point de vue de communication, mais déjà d'un point de vue
de ce qu'ils allaient faire d'un point de vue de sanctions. Moi, j'ai pas grandi dans un quartier populaire. D'accord. Vous avez grandi dans quel type d'environnement? Un environnement simple. J'ai grandi aux alentours de Torcy, donc dans le 77, donc dans une petite ville. Et voilà, j'ai grandi dans un environnement plutôt sain. D'accord. Donc vous n'avez pas eu de choc, vous n'avez pas eu de choc au niveau culturel ou social, pas de transition en particulier quand vous êtes arrivé dans une grande école d'ingénieurs? Si. J'ai eu Par rapport à quoi? Déjà, donc moi dans le lycée le lycée que je fréquentais, il y avait beaucoup de diversité. Donc il y avait beaucoup de personnes qui venaient de quartiers populaires ou de personnes de différentes origines ethniques. Un lycée francilien donc, hein, d'Île-de-France. Voilà, un lycée d'Île-de-France, donc de banlieue de banlieue, où il y avait vraiment de tout type de profil. Et voilà, donc c'est vraiment je me posais pas la question de savoir. Enfin, je me sentais à ma place et il y avait vraiment une multiculturalité, il y avait beaucoup de profils différents. Donc ensuite, suite à ça, j'ai fait un DUT génie électrique dans le 92, où là encore j'ai vu beaucoup de diversité et rien m'a choqué par rapport à ça. Ensuite, je suis allé en classe préparatoire à Argenteuil, où là il y avait même il y avait vraiment beaucoup de diversité dans la classe, et c'était dans un quartier populaire. Le lycée était dans un quartier populaire, donc on était vraiment, même je dirais, surreprésentés, que ce soit les Noirs ou même les Arabes. C'était une classe préparatoire spéciale pour les quartiers populaires ou pour un type de population, ou peu importe. En fait, c'était un lycée qui était dans un quartier populaire à Argenteuil, donc naturellement les personnes qui le fréquentaient, c'était les personnes qui étaient proches de ce lycée, et c'était un lycée technologique. Du coup, toute personne qui habitait dans les alentours et qui avait pour attrait un métier de la technologie, des technologies, allait dans ce lycée. Il proposait un BTS, il proposait des BTS techniques, il proposait des classes préparatoires. Donc toute personne des alentours d'Argenteuil qui avait un attrait pour la technologie ou les sciences, les sciences de l'ingénieur, fréquentait ce lycée, que ce soit pour la classe préparatoire ou pour les BTS. Et donc moi, ma classe préparatoire, c'était une classe préparatoire post-DUT et post-BTS. Voilà, donc on était vraiment, je dirais même, surreprésentés. Et voilà, donc j'ai passé les concours suite à cette classe préparatoire. Et suite à ça, j'ai intégré du coup Centrale, qui est du coup une école d'élite dans laquelle souvent les personnes qui intègrent ces écoles-là viennent de classes préparatoires très réputées, de classes préparatoires parisiennes ou même d'autres villes, mais donc des classes préparatoires qui sont vraiment très réputées. Et j'ai été étonné de voir de voir vraiment le contraste entre ma classe préparatoire, où vraiment, je vous dis, on était surreprésentés, et d'arriver en école où je vois que on est deux noirs en fait dans la promotion. Ça m'a fait un choc, voilà, parce que moi j'ai grandi donc en lycée, toujours eu aucun problème de surreprésentativité, pareil en classe préparatoire et en DUT. Et quand je suis arrivé dans cette école, là bien sûr que j'ai été choqué. Mais c'est plus lié au changement géographique, non? Vous avez changé non seulement de ville mais de région aussi? C'est pas vraiment lié au changement géographique, parce que ces écoles-là sont la population de ces écoles-là, c'est pas des personnes qui viennent de cette ville-là. Quand on passe les concours en classe préparatoire, on cherche à obtenir la meilleure école qu'on puisse avoir, peu importe sa position géographique en France. Donc on va chercher à obtenir l'école polytechnique pour les meilleurs. Ensuite, il y a les écoles centrales, il y a les arts et métiers, donc plusieurs écoles vraiment de renom qu'on cherche à intégrer
c'est prioritaire pour nous, pour les élèves qui ont fait une classe préparatoire, avant même l'emplacement géographique. Donc, quand on regarde l'effectif quand on regarde la promotion, les personnes viennent du sud, du nord, de l'est. Donc, vraiment, il y a très peu de personnes même qui viennent vraiment du nord. Donc, c'est vraiment par rapport au concours et c'est pas par rapport à la position géographique. Dans ce cas-là, comment expliquer cette sous-représentation à l'école centrale de Lille, pour ne citer qu'elle, alors que vous étiez en surreprésentation, comme vous le disiez, en prépa pour aller dans ces écoles-là, justement? Donc justement, c'est une bonne question et c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait que le système de classe préparatoire, dans le système des classes préparatoires, chaque lycée n'est pas autant réputé que d'autres. Donc chaque lycée envoie un certain nombre d'élèves dans les grandes écoles et ce nombre, il est plus ou moins grand en fonction de la réputation du lycée, en fonction de l'emplacement géographique, en fonction des moyens du lycée. Donc, pour faire simple, dans un lycée de prépa parisien comme Louis-le-Grand ou Saint-Louis, on va envoyer beaucoup d'élèves dans les grandes écoles comme Polytechnique ou Centrale. On va en envoyer beaucoup. La formation est connue pour ça. Et donc les sélections se font très tôt, même déjà pour aller dans ces lycées-là, même pas en classe préparatoire, mais pour intégrer ces lycées-là après le collège, il y a une sélection qui se fait parmi les. Oui, donc en fait c'est une question de timing, hein, c'est-à-dire que les gens qui vont dans ces écoles-là font des classes prépa post-bac en fait. C'est ça. Donc elles intègrent ces écoles-là en bac+2. Vous avez intégré en bac+3. Donc vous avez fait une prépa post-bac+2, ce qui est différent de la majorité des cas. Voilà, la majorité des cas, c'est des élèves qui ont intégré après le lycée une classe préparatoire. Donc il y a une sélection qui se fait parmi les élèves des lycées. Mais déjà, moi, du lycée d'où je venais, de banlieue, où il y avait des profils très brillants, qui ont vu leur dossier refusé dans les prépas parisiennes par rapport à l'emplacement géographique de leur lycée. Donc ils avaient de très bons dossiers, mais n'ont pas été sélectionnés au profit d'autres élèves issus déjà des lycées parisiens ou déjà issus des lycées réputés. Donc il y a déjà une sélection qui se fait pour intégrer les classes préparatoires. Et ces mêmes classes préparatoires, elles forment des élèves pour intégrer des grandes écoles. Donc les chances en fait d'intégrer une grande école, elles vont dépendre du collège déjà d'où on vient, parce qu'il y a une sélection pour les élèves qui intègrent les grands lycées. Ensuite, elles vont dépendre du lycée d'où on vient, alors que déjà il y a eu une sélection pour arriver dans les lycées en question. Donc, si on n'a pas eu la chance d'aller dans un lycée réputé, on a peu de chances d'aller dans des grandes classes préparatoires. Et ensuite, une fois dans les classes préparatoires, au concours, on n'a pas été formé de la même manière en fonction du lycée dans lequel on est. Donc, ça diminue encore les chances d'intégrer une grande école. Et moi, ma classe préparatoire, elle n'avait rien de spécial. Justement, je suis le premier élève de l'histoire de ma classe préparatoire à avoir intégré une classe à une école centrale. Et donc moi, j'ai choisi mon parcours DUT tout simplement. Il y a eu des élèves, des anciens élèves de notre lycée qui sont venus nous parler de leur parcours. Et moi, c'est à ce moment-là, j'étais passionné je voulais en apprendre plus sur la tech, sur vraiment la robotique. À cette époque-là, c'était vraiment ça qui m'intriguait. Et il y a un élève qui m'a parlé de son parcours, qui avait fait un DUT génie électrique, et ça avait fait écho en moi. Mais il y a d'autres élèves qui sont venus parler de classe préparatoire aussi. Là, vous étiez en quelle classe? En terminale. Ok. Et donc, il y a certains élèves, moi j'ai des camarades qui ont fait la classe préparatoire après la terminale. Donc, il y avait quand même une information, mais cette information, elle est venue en première, en terminale. C'est là où on a commencé à se poser ces questions-là. Alors que pour d'autres personnes, c'est culturel, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs parents qui sont ingénieurs et qui ont fait une classe préparatoire et qui ont fait une classe préparatoire et qui savent qui connaissent ce chemin-là en fait. Donc
C'est pour ça que, en fait, c'est culturel. Mais alors, je suis obligée de vous répondre que votre papa, pardon, est ingénieur, il me semble. Ouais. Donc, la culture finalement de la transmission et du chemin, vous la connaissez puisque votre papa a emprunté le chemin de l'école d'ingénierie. Déjà, mon père, le début de son cursus d'ingénieur, il s'est fait en Côte d'Ivoire. Donc, lui, il est arrivé justement pour faire son master ici. Il connaît pas le système français en soi. Ok, donc c'est un manque de connaissances finalement. Oui, il est pas informé du système de comment devenir ingénieur en France, puisque lui, son cursus, il a commencé en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Après, pourquoi est-ce que, parce que moi, vraiment, l'attrait pour le métier d'ingénieur, il a rien à voir avec mon père. On n'a jamais parlé de, on n'a jamais parlé d'ingénierie. Oui, non, mais pour le coup, comme vous avez parlé de carences culturelles, on pourrait rétorquer à ça que vous avez finalement des parents aussi qui ont emprunté la voie des sciences de l'ingénieur. Donc, qu'est-ce que vous dites en fait? Vous dites que, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est un espèce de manque d'ambition, peut-être? Un espèce de manque d'ambition, manque d'information. Oui, on peut aller la chercher, l'information. Alors, qu'est-ce qui manque? Là, par exemple, moi, pour le cas de mes parents, c'est pas du tout un manque d'ambition, parce que mes parents, ils nous ont inculqué à tous, moi et mes frères, des valeurs élitistes. Donc, vraiment, à chaque fois, nos résultats, c'était quelque chose d'important. Et on nous rappelait que, voilà, il fallait travailler et que on avait on nous a inculqué ces valeurs élitistes. Oui, sans pour autant viser des grands lycées, des grandes, voilà. Tout simplement, ils n'avaient pas la connaissance des grandes écoles, la connaissance de comment est-ce qu'on y arrive, de quel lycée est-ce qu'on fréquente pour y arriver. On avait juste cette notion de l'élitisme, cette notion de la réussite. Donc il faut bien travailler sans savoir forcément pourquoi. C'est ça. Et ni où on va directement avec ses résultats. Donc c'était simple. C'était simplement, voilà, avoir des bons résultats pour que plus tard on déporte souveraine. Mais de là à savoir que dans notre lycée, même si on a 18 de moyenne, on va pas être pris dans tel ou tel lycée. Ça, c'était des choses qui les dépassaient, vraiment dont ils n'avaient pas la connaissance. Alors, si les parents n'ont pas la connaissance, l'école aussi doit jouer un rôle. À aucun moment, malgré vos résultats, malgré vos appétences pour ces matières-là, pour la tech, etc., aucun prof ne vous a dit, ou enseignant dans le secondaire ne vous a dit, voilà, vous avez telle possibilité s'ouvre à vous, etc., si vous êtes intéressé? Si. Enfin, moi, par exemple, mes camarades qui ont fait une classe préparatoire, c'est suite à des échanges aussi avec leurs profs de maths, par exemple, qui leur ont dit que voilà, c'était possible qu'ils intègrent des grandes classes préparatoires grâce à leurs résultats, mais au final, leur dossier pour certains, leur dossier s'est vu refusé, et ça, c'était quelque chose qui dépassait aussi les professeurs, et les professeurs, ils s'adressent à nous seulement quand on arrive en première, voilà, on est en première scientifique et terminale scientifique. Forcément, là, on commence à nous parler des possibilités qu'on a. Mais ça arrive. Ce que je veux dire, c'est que l'information, elle arrive vraiment à la fin. Donc, on arrive en première scientifique. On a déjà commencé à suivre le programme. Nos dossiers, ils sont en train de se faire en même temps. En même temps, on est en train de postuler. Sur APB à l'époque, ça s'appelait. Maintenant, c'est Parcoursup. Mais on commence déjà à postuler au parcours en même temps que notre dossier se fait. Alors que si on était informé de ça plus tôt, ça allait changer notre regard déjà à la science, à comment on apprend, est-ce qu'on doit, à quel point on doit être fort dans telle ou telle matière, et voilà, donc c'est une différente approche, je pense. De nombreuses études prouvent que le décrochage se fait généralement au collège, que les grandes orientations se décident au collège. En tout cas, voilà, pour intégrer des grands lycées, ça doit se décider au collège aussi. Personne n'est venu vous voir, ni vous, ni vos camarades de classe, en vous disant, voilà, vous avez telle ou telle option après le collège. Voilà, donc non, typiquement, nous, on avait deux options. Donc, un lycée de secteur assez réputé et un autre moins réputé. Donc, en fait, notre seule balance, c'était ces deux lycées-là et se dire, voilà, moi, j'ai envie d'aller dans ce lycée-là et pas ce lycée-là. Alors que, il y a d'autres lycées, il y a des lycées à Paris, il y a des lycées qui vont permettre d'ouvrir des grandes portes, des lycées, certains même internationaux qui enseignent dans plusieurs langues, etc. Et ça, c'est quelque chose dont on ignorait totalement. Et c'est typiquement lié
notre emplacement géographique. On se dit voilà, lycée de secteur. Mais sauf qu'on savait pas que en allant dans ce lycée de secteur, ça allait nous fermer certaines portes. Ça allait nous fermer l'accès à des lycées qui. Après, je pense que ils étaient aussi conscients qu'il y avait très peu de chances que nos dossiers soient acceptés dans ces lycées-là. Pourquoi? Parce que ils se basent sur nos notes et nos résultats, et aussi ils regardent les profils des personnes, par exemple, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, est-ce qu'ils font du piano, est-ce qu'ils font les activités qu'ils font extrascolaires. Ouais. Vous étiez un mauvais élève? Moi, j'étais pas particulièrement un excellent élève au collège. Donc vraiment, moi j'ai un parcours vraiment pas typique des élèves avec qui je suis actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé après vos 2 ans de DUT pour que vous repreniez votre chemin et décider de faire une prépa, ce que les gens font généralement post-bac? Quel a été le déclic? Alors, en fait, il faut savoir que moi, pendant mes 2 années de DUT, j'étais vraiment pas un bon élève. Enfin, c'était comment dire, j'étais vraiment pas parmi les meilleurs élèves. Il y a eu plusieurs explications à ça. Déjà, c'était très loin de chez moi, et ma scolarité, elle s'est passée de telle manière à ce que je n'ai pas pu exploiter vraiment mon plein potentiel. Je sentais que voilà, il y a eu plusieurs raisons à ça. Je peux pas toutes les détailler, mais je sentais que je valais plus que ça. Et les opportunités qui s'offraient à moi à la fin de mon DUT, elles étaient pas à la hauteur de mes attentes. Donc, en plus, je me souviens, c'était après une discussion avec un autre élève, où je lui faisais comprendre que j'étais pas satisfait, que là, les opportunités qui s'offrent à moi, je pense que je vaux mieux que ça. Et j'étais même triste que c'est ce qui allait s'offrir à moi. Et là, il me dit, mais c'est pas fini, j'ai un ami qui a fait une classe préparatoire ATS, etc. Je dis, ah ouais, c'est quoi ça, etc. Et là, j'ai dit, ah ouais, ça, c'est ce qu'il me faut. Une année dans laquelle j'exploite mon plein potentiel, peu importe où on va me mettre, et je sens que, à la fin de cette année, je vais exploser, et vraiment, je vais aller je vais aller vers quelque chose qui me correspond. Donc c'était une année, une opportunité qui m'a permis, donc une année où en plus on m'a dit qu'il y avait un concours. Donc je me suis dit, mais là, on va m'envoyer d'autres personnes qui vont travailler, etc. Je sens que là, vraiment, il y a un truc en moi qui fait que je vais vraiment tuer ça, quoi. Et la volonté. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre dans une classe préparatoire. En plus, il y avait un internat. Moi, je vous ai dit aussi qu'il y avait la proximité, la distance qui était aussi quelque chose qui m'avait un peu freiné pendant mes études. La classe préparatoire, nourrie, logée, je me concentre seulement sur exceller, et ça m'a libéré de plein de choses. Et c'est là que voilà, je me suis dit, c'est l'endroit parfait pour exploiter mon plein potentiel. Vous avez plus de 8000 abonnés sur TikTok sous le pseudo MoveTech. Vous vous définissez vous-même comme un full stack ninja. Ça signifie quoi exactement? Alors, déjà, full stack, faut savoir que il y a 2 types de développeurs, de grands types de développeurs. Il y a d'autres types de développeurs, mais on va pas tous les faire, que ce soit jeux vidéo, DevOps. Mais les plus connus, en tout cas par exemple pour le développement web ou le développement d'applications, il y a le développeur front-end, donc celui qui s'occupe de la partie plutôt visuelle. Ensuite, il y a le développeur, plus trop, hein, c'est de plus en plus mélangé, et il y a pour un peu simplifier, il y a le développeur back-end qui lui s'occupe des bases de données, de où est-ce qu'on va les enregistrer, comment on va s'organiser pour enregistrer bien les données et faire des backups. La partie qui n'est pas visible à l'internaute. C'est ça. Et un développeur full stack, c'est quelqu'un qui est à la fois capable de développer sur la partie front et capable de développer sur la partie back. Et comme moi, je m'intéresse vraiment, je suis quelqu'un qui est vraiment intéressé par tous les aspects de la tech, et je mène des projets un peu dans plusieurs parties de la tech. Je me définis comme un développeur full stack, à la fois capable de développer sur du front que sur du back. Donc full stack ninja. Après ninja, c'était pour garder parce que quand on parle de tech, de développement, on parle d'un sujet qui tout de suite donne mal à la tête. On a tout de suite
ça fait tout de suite sérieux. On parle de développeurs directement. Ça, je pense ça. Et du coup, j'ai voulu montrer que le dev c'est quelque chose avec lequel on peut rire, avec lequel quelque chose de cool en fait. Donc full stack ninja pour montrer que voilà full stack, mais je me prends pas au sérieux, quoi. Moi, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, je pense assez agréable avec qui on peut assez agréablement échanger. Je me suis dit voilà, pourquoi pas démystifier un peu ça, échanger autour du thème de la tech pour que on se rende compte que c'est quelque chose d'accessible. Je suis persuadé que c'est accessible à plus de monde que ce qu'il n'y paraît. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, j'ai énormément de projets pour la suite. Déjà, finir mes études convenablement, malgré les obstacles que j'ai pu rencontrer. J'ai eu pas mal de soutien de personnes qui sont sorties de l'ombre après cet épisode et qui m'ont fait part de leur témoignage. Donc, on se donne encore plus de force. Les épreuves, souvent, ça forge aussi. Donc, voilà. Donc, finir convenablement mes études et ensuite reprendre certains projets sur lesquels je m'étais arrêté. Par exemple, j'avais commencé à développer une application qui allait mettre en relation des élèves avec d'autres élèves qui avaient accédé à des formations qui jugeaient pas forcément accessibles par rapport à leur provenance sociale. Donc on revient sur le même combat. Et ça, c'était quelque chose que j'avais commencé à mener déjà avant tous ces épisodes-là. Et donc ça fait partie des projets. Là, en ce moment, je suis aussi sur développeur sur une application qui s'appelle Savvy. Donc, je travaille avec d'autres collaborateurs. Donc, c'est un concurrent à TikTok dans lequel on va plutôt privilégier le contenu instructif. Donc voilà, important du constat que TikTok, déjà c'est une entreprise chinoise, donc on n'a pas trop le contrôle sur ce qu'ils mettent dans notre fil d'actualité, et cette application-là, elle a pour but de faire basculer la tendance et voilà, de mettre du contenu instructif avec des fonctionnalités, par exemple tout bête, par exemple de mettre la source. Quand on va poster du contenu, on va devoir à chaque fois mettre la source. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est axé instructif et qui va privilégier le contenu de qualité. Donc ça, c'est un projet sur lequel je suis. Et voilà. Et après, voilà, donc toujours développer aussi ma chaîne TikTok pour toucher plus de monde, ma chaîne TikTok et mes autres chaînes, peut-être créer une chaîne YouTube également, et potentiellement un podcast dont je donnerai plus de détails par la suite. On est encore en train de construire le projet, mais un podcast dans lequel je vais inviter des intervenants issus des minorités pour un peu pour basculer un peu cette sous-représentativité et donner un peu plus de visibilité aux personnes intervenant dans la tech issues des minorités et qui sont peut-être sous-représentées dans le domaine de la tech. Alors, selon nos informations, le maire de Lille vous a approché et vous a éventuellement proposé des missions de sensibilisation, en tout cas, au racisme, aux discriminations via la tech. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi le projet? Donc c'est la mairie de Lille, effectivement. Donc l'adjoint au maire de Lille, il y a un adjoint qui s'occupe de la lutte contre la discrimination dans la ville. Et donc suite aux événements et auxquels j'ai eu un rôle, dans la dénonciation de ces événements, a souhaité me rencontrer pour échanger sur ma vision de la ville, sur ma vision des choses, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre les discriminations. Et je trouve que cette démarche, elle est vraiment honorable parce que étant victime, quand on est victime des discriminations, on a le point de vue principal. Donc, c'est primordial de consulter ces personnes-là, justement, pour voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est en ce sens-là que je trouve vraiment honorable la démarche. Et le but, voilà, c'était en tant qu'étudiant noir, en plus qu'il y a des projets et une certaine visibilité, de donner mon point de vue et de donner des idées.
Donc voilà l'objet de nos échanges. Et voilà, donc je peux pas divulguer tous les projets qu'on a. Quand les projets vont sortir, j'espère que voilà, beaucoup de monde, on va en parler. J'en parlerai avant, je teaserai un petit peu et on parlera de ces projets-là. Mais en tout cas, il y a de grands projets en partenariat avec la mairie de Lille qui sont en cours de développement. Très bien. Merci Amara Sidibé. On vous souhaite de réussir à atteindre vos objectifs. Merci. Merci à vous de m'avoir donné la parole et au plaisir.